People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rust. Salut Rust. Salut, en bonnet parce qu'il fait moins 15 000 à Lyon. Voilà, on va aller droit au but. UFC 222 qui arrive ce week-end, une carte assez décevante. Ouais, parce que reprise et recouturée de tous les côtés, comme d'habitude. Voilà, et donc là on a en main event donc notre cher Chris Cyborg qui devrait véritablement rouler sur la Russe Kunitskaya contre... Qui devrait, alors je me méfie quand même ouais. Depuis ce week-end parce que le fameux Max Griffin contre Mike Perry qu'on a eu totalement, mais on était à la ramasse, ouais. 2 vagues derrière. Complète. Donc on se méfie toujours, il peut y avoir des petits soucis. Après, Chris Cyborg n'est pas Mike Perry, et bon là je pense que c'est du 99 contre 1 qu'on devrait voir une boucherie. D'ailleurs pour toute la carte de l'UFC Orlando, Ilia Latifi aussi, avec qui nous avons manqué de respect quand même. Ouais, là c'est vraiment honteux. C'est honteux, mais c'est ce qui maintient humble, tu vois. Oui. Quelque part, pour voir que tu te trompes tout le temps en fait dans ce sport-là, c'est assez terrifiant. C'est génial. C'est génial. Et en co-main event, un peu plus intéressant, parce que je pense qu'on va surtout s'intéresser sur ce co-main event, c'est le fameux Frankie Edgar contre Brian Ortega, le numéro 2 contre le numéro 3, le gagnant aura droit au title shot. Hyper intéressant pour la catégorie, même si très risqué au niveau de l'état de la division featherweight. Polydamas, dans votre podcast précédent, l'a très bien résumé. En fait, c'est vraiment l'art et la manière de flinguer 2 contenders pour le titre en un seul combat. C'est-à-dire que Frankie Edgar, c'est toujours le mec il est toujours là, toujours présent, il est dans les tranchées, il est toujours à un combat du titre, et c'est le mec le plus constant que l'univers ait jamais créé. Et à côté de ça, il y a Brian Ortega qui est vraiment, lui, c'est le prospect qu'on surveillait déjà depuis quelques temps de la catégorie. C'est le mec qui n'a jamais déçu, qui monte en puissance depuis déjà plusieurs combats. Il lui manquait pour moi un seul combat de lancement avant d'arriver au titre, qui est pas un mec aussi solide que Edgar, qui est clairement de niveau champion, tu vois. Mais le problème, c'est l'état de la catégorie, parce que Cub Swanson, en soi, c'est la catégorie juste en dessous de Frankie Edgar. Pour rappel, Cub Swanson, il était numéro 3 avant de perdre contre Brian Ortega. Il a perdu contre Brian Ortega. C'est l'état de la catégorie, c'était... Pour Brian Ortega, c'était soit donc le title shot, soit José Aldo, soit Frankie Edgar. Ouais. Non, c'était chaud, mais tu vois, je pense que là, pour le coup, il aurait été plus sage, ne serait-ce que d'attendre, même si ça aurait remonté, ne serait-ce que d'attendre que Max Holloway et Frankie Edgar arrivent. Entièrement d'accord. Si Frankie Edgar perd, dans ce cas-là, tu fais Brian Ortega contre Frankie Edgar, c'est pas le même 2 trains de collision, tu vois. Il y en a un qui sera sur la pente descendante et l'autre qui sera encore sur sa lancée. Là, c'est vraiment 2 qui sont au top, qui courent un peu au même niveau sur la colline et qu'on fait vraiment tu vas se rencontrer comme ça, quoi. Mais pour ça, je pense que tout le monde est d'accord sur la planète MMA. Qui il faut blâmer pour ce match-up, c'est l'UFC. Parce que je pense que même eux, c'était pas du tout leur plan, parce qu'on regarde la catégorie, on en a parlé, c'est désastreux, dans le sens où Max Holloway, qui reste sur une série impressionnante de victoires, là, il n'y a plus que ces 2-là finalement pour lui, puisque José Aldo, il l'a battu 2 fois, et donc là, si le perdant sera écarté véritablement de la course au titre. Bref, dans tous les cas, c'est compliqué, mais un combat passionnant. Un combat passionnant. Je rajouterais juste quand même à ce qu'on vient de dire que le problème, et c'est ce pourquoi en fait l'UFC, je comprends pas pourquoi ils prennent ce genre de décision, c'est qu'ils ont fait exactement le même délire avec Frankie Edgar en le foutant contre Pantera hier Rodriguez. Ouais. Ça a été un des combats les plus one-sided que j'ai jamais vu. Enfin vraiment, c'était un homme contre un garçon, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, c'était tellement une leçon que Yair Rodriguez n'a pas recombattu encore depuis. Porté disparu. Il a dû reconsidérer sa famille, ses amis, son orientation sexuelle, ça a dû être assez terrifiant. Et du coup, là, considérant ce fait et considérant ce que Frankie Edgar peut infliger comme punition à un des meilleurs contenders, c'est vraiment, vraiment bizarre de prendre cette décision. Mais du coup, pour en revenir au combat en lui-même, Ortega contre Edgar, bon, on va pas se mentir quand même, ça arrive peut-être trop tôt, mais ça va être absolument fascinant. Frankie Edgar, comme on l'a dit, c'est le mec le plus constant du monde, c'est assez impressionnant, il progresse tout
le temps. Ces dernières années, il a mis l'accent sur sa boxe, sur son anglaise, travailler avec le coach Mark Henry, et ça porte de plus en plus ses fruits. On sait en plus qu'il s'entraîne avec Edson Barboza, donc c'est vous dire que le calibre est dans le canon, tu vois. À côté de ça, à côté d'un mec aussi complet et aussi rapide, bon en lutte, bon en boxe, bon partout que Frankie Edgar, et qui n'a jamais déçu, on a Brian Ortega, qui est ce mec-là, en termes de jiu-jitsu brésilien, il a gagné le respect des meilleurs combattants, des meilleurs pratiquants de jiu-jitsu brésilien au monde. Les meilleurs combattants du monde disent de Brian Ortega, ce mec-là est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Au sol, donc déjà, de toute façon, je pense que tu sais, comme indicateur, on n'a pas besoin de plus que le mec est capable de mettre 2 soumissions en un combat, grosso modo, à Cub Swanson. Ouais. Il est capable de soumettre absolument n'importe qui sur ses derniers combats. Il a toujours été dangereux. Dès que ça va au sol, ou dès que, dès que les corps s'entremêlent, comme on dit, tu vois, tu sais que si t'es pas Brian Ortega, eh ben, t'es dans la merde. Et à côté de ça, Brian Ortega, a lui aussi, et je viens de voir une interview justement où il disait « Je veux pas devenir ce gars dont tout le monde dit ouais, c'est vraiment une terreur au niveau jiu-jitsu, mais bon, dès que c'est debout, t'as plus trop à craindre. » On pense évidemment direct à Demian Maia. Et bien justement, il est conscient de ça, et il a vraiment travaillé à mort là-dessus avec son coach en anglaise, qu'il a d'ailleurs, c'est une histoire à la Rocky, tu vois, c'est son coach en anglaise. À un moment donné, il était avec ses potes quand il était un peu, tu sais, dans la zone, dans banlieue, etc. Ils appellent ça les projects et tout ça. Et le mec, qui est maintenant son coach de boxe anglaise attitré, est venu le voir au milieu de sa bande de potes et il a fait « Mais pourquoi tu traînes avec ces gars-là » Et en gros, pour la petite histoire, à ce moment-là, Brian Ortega était prêt à s'énerver parce qu'à l'époque, c'était la terreur, tu vois, le mec qui se battait pour un oui, pour un non, le sang chaud, etc. Et au moment où Brian Ortega commence à faire « Mais pour qui tu te prends ?» etc. Et ben en fait, à ce moment-là, tous ses potes ont commencé à faire « Non, vas-y mollo. » Et à ce moment-là, il a eu un respect instantané pour ce mec-là, et du coup ça l'a vraiment intéressé, il l'a suivi, et depuis c'est vraiment une super histoire d'amour entre les deux, en tout cas sportivement, qui fait qu'en anglaise maintenant il a un niveau qui est absolument impressionnant et qui révèle qu'il avait déjà des facilités à la base, parce qu'au niveau du timing, au niveau des contres qu'il est capable d'enclencher sans vraiment il a une gestion des distances qui est parfaite. Et au-delà de pouvoir gérer les distances pour être tout le temps en dehors de l'allonge de ses adversaires et de pouvoir les gérer au niveau du timing, il est capable de faire des vraies esquives et remises derrière sur un pas qui sont vraiment ultra impressionnants pour un mec qui ne vient pas de ce background. Quoi qu'il a fait du kickboxing quand il était tout petit, je crois, il a même été champion de ça. Il a commencé par ça. Merci donc pour ce monologue. Hein, je suis reparti tout seul. Merci pour ce monologue. Juste ce que je voulais dire en fait sur Yair Rodriguez, donc tout à l'heure, c'est vrai qu'il a brisé l'espoir Yair Rodriguez, notre cher Frankie Edgar, mais c'est vrai qu'il est resté sur une victoire contre BJ Penn. Donc là aussi l'UFC, ils ont peut-être mis la charrue avant les bœufs, en le mettant contre lui. Donc voilà, Brian Ortega donc, qui est vraiment top niveau mondial au sol, mais, et c'est ce qui moi m'inquiète un petit peu, certes il aura normalement l'avantage sur Frankie Edgar, encore que puisque Frankie Edgar lutteur d'exception niveau NCA, mais le combat n'est qu'en 3 rounds, ça a son importance, et on sait tous que Brian Ortega a tendance à commencer ses combats crescendo, et que Frankie Edgar n'a jamais été terminé de sa carrière. Et ça pour moi c'est vraiment les 2 gros points qui font que je vois très mal Frankie Edgar perdre ce combat. C'est clairement une donnée vraiment importante. Si c'est sur 3 rounds, ça veut dire que clairement, du coup, comme tu le soulignes, Brian Ortega n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. D'autant plus que on peut pas dire que, en fait, je pense à Chad Mendes, le fait que Frankie Edgar ait mis KO Chad Mendes. On peut pas dire que Frankie Edgar ait un pouvoir de KO. Non. Je pense qu'il y a le fait que Chad Mendes avait été mis KO avant et que ça change vraiment un combattant une fois qu'il a été mis KO pour la première fois. Mais Frankie Edgar, non seulement il est constant en termes de niveau dans ses combats pris 1 à 1, mais en plus il est constant genre du premier au dernier round, de la première seconde à la dernière seconde, c'est le même combattant. Ouais. C'est vraiment le mec qui part comme ça. Et c'est vrai qu'avec Brian Ortega, là c'est un niveau où Brian Ortega ne peut pas se permettre les erreurs qu'il aurait pu se permettre contre les combattants qu'il a combattus avant. Et il doit démarrer dès le début. Parce qu'il ne pourra pas y avoir, dans un combat de 3 rounds, il ne pourra pas y avoir un espèce de round de pause
pour Brian Ortega, dans le sens où il suffit qu'il perde le premier round, parce que je vois quand même très mal Brian Ortega être le premier à finir Frankie Edgar. Je pense que ça se terminera par décision. Et donc, dans cette éventualité-là, il peut pas y avoir de round de pause ou de round un peu plus actif. Parce que comme tu l'as dit, Frankie Edgar, c'est pareil tout le temps. C'est vrai. Après, tu sais, franchement, on se demande toujours si on n'est pas un peu à ce carrefour dans l'histoire, tu vois. John versus Shogun Rua. Ouais. Personnellement, j'ai vraiment énormément d'espoir en Brian Ortega. Ce mec-là, pour moi, il exerce une fascination sur moi qui est assez incroyable. Et il a tout, il a vraiment tous les atouts, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être un de ces moments charnières. Après, comme tu le soulignes, il a un pouvoir de finish, Ortega, mais on sent qu'il n'est pas aussi mortel et létal, pas suffisamment en tout cas pour terminer un mec aussi durable que Frankie Edgar. C'est-à-dire qu'il y a un petit gap en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'Ortega, qui est pourtant un tueur, c'est vraiment ce mec, il est né pour tuer et pour finir, tu vois, mais il n'en est pas encore au niveau où on sent une facilité incroyable pour finir tous ses adversaires. Parfois il hésite un peu, il se reprend, etc. Et Frankie Edgar, à l'inverse, c'est le mec infini. Voilà, surtout contre Frankie Edgar qui monte pas de... Il n'y a aucun signe qui peut laisser présager, tu vois, un éventuel... Sur ses derniers combats en soi, hormis celui contre José Aldo, où même il s'est incliné à la décision unanime, mais c'était pas une décision où il avait été mis knockdown. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur ses derniers combats, il n'y a aucun moment où on a pu se dire, ok, Frankie, il a certes 36 piges, mais au niveau physique, ça a un peu baissé, il y a eu des grosses alertes. Non, il s'est fait dépasser par José Aldo, mais pour le reste, c'était des victoires. C'était des victoires, et c'est aussi lié à son style de combat, parce que c'est vraiment un mec qui est tellement professionnel et qui est vraiment qui étudie tellement tous les aspects du combat qu'en fait, il en est rendu à un style de combat qui est très pauvre en déchets, en fait. Il y a vraiment, c'est tout dans l'économie, tout dans le geste parfait. Et du coup, en réalité, c'est pour ça qu'il n'y a probablement pas de baisse de régime pour moi, c'est qu'il doit s'entraîner comme il combat. C'est-à-dire que tout est régulé vraiment au millimètre. Et c'est ce qui fait que, vraiment, pour moi, il a un style de combat et un régime d'entraînement et une mentalité qui fait que, je sais pas, il a quoi, genre 35 piges 36. Et Brian, Et Brian Ortega 26. Voilà, ouais. Et du coup, pour moi, Frankie Edgar, là, même sur les 4 prochaines années, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait un signe de ralentissement. C'est ça qui est génial. Ouais, à moins qu'il y ait effectivement un combat, pourquoi pas celui-là, où ils se prennent un KO et que là, physiquement, pouf, ça là. Je pense que c'est vrai qu'à un certain âge, hein, ça finit toujours par lâcher. Maintenant, on va passer au main event, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, Cris Cyborg qui affronte Yana Kunitskaya. Yana Kunitskaya, qui ancienne de l'Invicta, qui est un peu... On la propulse ici, c'est finalement... on la jette en pâture à Cris Cyborg parce qu'il y a... Enfin, je ne vois pas sur quelle planète elle pourrait l'emporter, sachant qu'elle a un style, pour moi, assez similaire niveau striking à ce qu'il y a eu avec Holly Holm, et je pense que Holly Holm est plus forte que Kunitskaya. Je pense aussi, et c'est vrai que, tu vois, là, ce que tu viens de dire, la phrase que tu viens de prononcer, ça commence à être une sacrée habitude à l'UFC. On jette des combattants en pâture à Cris Cyborg. Ouais. En fait, on sait tellement plus qui lui envoyer, qu'en fait, on lui envoie vraiment le tout venant et toutes celles qui déjà acceptent de combattre Cris Cyborg et qui ont un niveau quand même suffisamment pour faire une petite opposition. C'est vrai que je vois pas non plus dans quel domaine Kunitskaya pourrait avoir l'avantage. Sa spécialité, c'est le striking et elle est mal tombée. Voilà. Et à part ça, Cris Cyborg reste Cris Cyborg. Surtout en short notice, un mois pour se préparer, aucun combat. Il n'y a pas cette expérience de l'UFC. Elle a jamais prouvé contre des top. Tout le monde dit ouais, il y a Tony Avenger, mais pour Tony Avenger, on a vu ce que ça a donné contre Cris Cyborg. Enfin, il y a aucune combattante qu'elle a affrontée précédemment qui fait que nous, en tant qu'observateurs avertis, on peut se dire effectivement elle pourrait poser problème à Cris Cyborg de ce côté-là. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est une strikeuse. Contre Cris Cyborg, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ah. Et puis en plus, c'est vrai que c'est son premier combat à l'UFC. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ce simple fait est important. En fait, tous les combattants, pour ceux du coup qui n'ont jamais entendu ce terme, parlent de Octagon Jitters. Et en fait, c'est un terme du coup, anglo-saxon, pour décrire un peu les nerfs qui sont liés à un premier combat dans l'octogone, donc dans la cage de l'UFC. C'est vraiment quand on passe d'une organisation forcément secondaire, de seconde zone, à l'UFC,
il y a une sensation de monter sur la scène principale qui peut couper tous les moyens, ou en tout cas largement les restreindre de n'importe quel combattant. Et tous les plus grands combattants qui sont passés, par exemple, du Strikeforce à l'UFC, le disent, ils l'ont ressenti. Donc, c'est pas un mystère, elle va le ressentir aussi, d'autant plus que son premier combat à l'UFC, c'est contre la légende brésilienne. La plus grande combattante de MMA de tous les temps. Ouais, tout simplement. Voilà, donc ce premier combat à l'UFC, et déjà ça va être assez stressant, même si elle combattait, tu vois, une nobody, une coiffeuse du coin, tu vois. Mais en plus de ça, elle combat une fille que tout le monde craint parce qu'elle détruit tout sur son passage, et qu'en plus elle n'a pas perdu depuis 10 piges en MMA. Enfin, c'est beaucoup trop pour une seule femme. Il pourrait toujours, éventuellement, y avoir un espèce de petit coup du destin d'analyse de Greg Jackson, puisque l'avantage de Kunitskaya, c'est un peu, on peut se raccrocher à quelque chose, c'est qu'elle s'entraîne avec Holly Holm, Jackson Wink, donc peut-être que Mike Winkeljohn, ils ont pu apprendre de cette défaite à l'UFC 219, qui était il n'y a pas si longtemps, mais pour moi ça reste quand même un peu léger de se raccrocher à ça. Ça reste un peu léger, d'autant plus que, sans vouloir faire ma mauvaise langue, le bilan récent de la... Ah, c'est bon. On a quand même un espèce de dégueulis, tu vois. Oui, mais en 2018, ils sont de retour. Cowboy a gagné. Cowboy a gagné, donc c'était en main event. Après, j'ai pas en tête, mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux en 2018. Il y a du mieux. C'est vrai que l'année 2017, c'était comment dire, faites votre signe de croix, c'est emballé, c'est pesé. Ils reviennent peut-être, c'est vrai, mais oui, de toute manière, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas apprendre, je sais pas, un joueur de curling, comment dire, je vais devenir tennisman en 2 semaines, tu vois, évidemment, là, la comparaison est beaucoup trop exagérée, mais c'est pour faire prendre conscience que, quel que soit le niveau avec lequel elle arrive à l'UFC, ça s'apprend pas, d'autant plus que tu le soulignais, c'est quasiment short notice, tu peux pas t'apprendre un set complet de compétences, en plus des compétences pour rivaliser avec une fille aussi à la pointe en aussi peu de temps. C'est impossible. Oui, non. Surtout que le problème, c'est que voilà, c'est comme on l'a dit, dans le style de Kunitskaya, elle est forte dans les domaines où Chris Cyborg est la meilleure au monde. Donc à moins de devenir une experte en lutte en un mois, bref, trop compliqué, ça s'annonce comme une boucherie. On va passer maintenant au pronostic, vite fait, on fait main comment. Aussi noter qu'il y a notre très cher Mackenzie Dern qui fait ses débuts à l'UFC. C'est vrai, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Pour le plaisir des yeux, vous pouvez la regarder, on vous conseille YouTube ou son compte Instagram, mais aussi et surtout, une des plus talentueuses practitioners de Jiu-Jitsu qui arrive enfin à l'UFC après avoir fait quelques combats pro, uniquement donc des victoires. Il y avait eu quelques problèmes avec son poids, maintenant c'est réglé et elle arrive à l'UFC, donc main event des préliminaires, donc ça montre bien que l'UFC tient vraiment à elle pour être la future star de l'organisation. C'est une fille qui est encore extrêmement jeune. Elle a 24 ou 25 ? 24 ans, et d'ailleurs rendons à César ce qui lui appartient. Rust, en 2016, l'avait présenté comme son prospect de l'année. Mais j'y crois à cette fille. J'y crois, et bon, en même temps, c'est un peu, tu sais, peindre la cible après... Oui, c'est ça. Je pense qu'elle a un bon potentiel. Parce que déjà, le truc, c'est qu'en 2016, j'aurais beau jeu de dire que j'avais tout vu et que je suis un putain de Yoda, tu vois, Nostradamus de bac à sable. La vérité, c'est qu'en fait, déjà en 2016, 23 ans du coup, 22. 22, oui. Mais en gros, déjà à cet âge-là, et c'est ce qui est hallucinant à propos de cette fille, c'est que même à cet âge-là de 22 ans, elle avait déjà écrasé toute la concurrence en termes de jiu-jitsu brésilien. Et là où c'est extraordinaire, c'est que toute la concurrence, tout poids confondu. Elle a, alors je sais pas si pour ceux qui connaissent un peu, au Pride, il y a une fille qui s'appelle Gabi Garcia. Au Pride, Rising. Feu, le Pride, feu, le Pride. Il y a une fille qui s'appelle Gabi Garcia qui est elle-même une pratiquante de jiu-jitsu reconnue et qui est aussi accessoirement un espèce de Hulk en version féminin. Et ben, elle a réussi à battre cette fille-là qui doit être aux alentours de 95-100 kg dans la vie de tous les jours en jiu-jitsu pur.
dans une compétition open weight. Donc elle est non seulement capable de rouler sur la concurrence de son propre poids, mais en plus, ça montre quand même une certaine témérité et qu'elle n'a peur de rien. Et c'est bon signe d'avoir aussi peu peur de prendre des risques. C'est vraiment super bon signe pour ça en MMA. Et pour finir ce monologue qui ne viendra pas, je m'arrête tout de suite, mais c'est qu'en plus, elle a vraiment respecté toutes les étapes et elle a d'abord commencé à prendre des combats dans des petites organisations pour se mettre en confiance. Elle les a remportés haut la main et elle se sent maintenant qu'elle s'est échauffée et qu'elle a mis le moteur en route, elle se sent de venir à l'UFC et franchement, toutes les cases sont cochées une par une. Moi, je le sens bien là. Oui, je le sens aussi très bien. Seule petite, inquiétude personnelle, c'est comme elle est chez les strawweight, c'est vrai qu'il y a 2 sérieux clients dans cette catégorie. J'aurais préféré, puisqu'elle avait eu quelques problèmes à faire le poids en strawweight, qu'elle aille directement en flyweight. Peut-être que ça viendra après, hein, mais c'est un peu, je veux dire, à horizon 2-3 ans, je pense que ça pourrait être compliqué pour elle. Mais bon. Ouais. Ça peut, mais après, tu vois, Rose Namajunas, qui, elle s'entraîne vraiment de façon complète et dans tout le domaine depuis plus d'années, certes, mais on a vu ce que Rose Namajunas était capable de faire à une fille aussi aiguisée que Rose Namajunas. Donc, certes, ça va être compliqué, mais si Rose Namajunas peut le faire, une fille aussi talentueuse que Mackenzie Dern peut, même à un horizon aussi proche que dans 1 an et demi, 2 ans, je pense. Chaud, mais ça peut se faire. Allez, on se retrouve en 2020 donc pour le sac de Mackenzie Dern. Bref, le sacre de Mackenzie Dern. C'est parti donc pour les pronos. On se fait uniquement la main card. Kat Zingano contre Ketlen Vieira. Moi, je vois Kat Zingano décision. Moi aussi, elle me fait un peu peur ces derniers temps parce qu'elle est un peu en dents de scie, Kat Zingano, par rapport à ses performances. Mais par rapport aux interviews qu'elle a données récemment, elle m'a l'air d'avoir une confiance retrouvée. Quand elle est à son top, pour moi, elle peut réunir les meilleurs largement de la catégorie. Donc, je mets aussi mon billet sur Kat Zingano. Et enfin, on continue avec l'ancien co-main event qui est depuis passé comme 2e combat de cette main card, par ordre chronologique donc, l'énorme, le gigantesque Stefan Struve contre Andrei Arlovski. Un combat magnifique que vous avez même pu voir dans les vidéos de l'UFC Countdown pour vous dire à quel point l'organisation a vraiment très peur et mise beaucoup sur cet événement. Donc, je vois une victoire de Stefan Struve, je pense, par KO. Ouais, je vois une victoire de Stefan Struve par KO parce que certes, Andrei Arlovski est de retour, enfin un petit retour sur ses derniers combats, mais aussi il faut voir la concurrence qu'il y avait en face de lui. Je pense que Stefan Struve, il reste sur une défaite contre Volkov, qui est un peu le seul combattant de la catégorie qui a une aussi grande allonge que lui, qui est aussi grand. Mais on l'a vu, j'ai vu dans ses entraînements avec ses coachs, j'ai l'impression qu'il a enfin compris à se servir de cette allonge. Et je pense que contre Andrei Arlovski, qui a quand même un menton qui n'est plus là depuis quelques années, ça devrait le faire. Connaissance, ouais. Bah oui, en fait, tu vois, tu disais qu'Andrei Arlovski est revenu. J'ai vu le dernier combat contre, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui est venu en couche-culotte à moitié là. Ouais. C'était ça. C'était ça là. C'était vraiment sale. Enfin, Razmoket, tu vois. Ouais. J'ai pas du tout été convaincu par cette performance. Il a remporté le combat, mais on sentait que le mec en face, donc j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom. S'il mettait la pédale un peu sur l'accélérateur, il aurait pu gagner. Donc vraiment, je le sens pas du tout. Non. Il commence à se faire vieux. Plus menton de verre qu'il a, c'est vraiment depuis très très longtemps. C'est même vraiment à se demander s'il n'est pas né avec. Et du coup, Stefan Struve qui reste étrangement assez jeune pour la catégorie, c'est un peu l'enfant perdu ce mec-là. Enfin, il est passé par tous les stades, mais il n'a jamais réussi à percer. Et pourtant, il aurait pu avec cette allonge et ses facilités. Je pense que Stefan Struve va aussi l'emporter. Je mets un KO aussi, un petit KO au round 2 ou round 2. Allez, emballé, c'est pesé. 3e combat de la soirée, Sean O'Malley contre André Soukhamthath. Sean O'Malley, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été découvert dans l'émission Dana White sur YouTube, Dana White Fight Contenders, et 23 ans, il est invaincu avec un bilan de 9-0. Je vois une victoire de ce combattant-là, sachant qu'en plus il reste sur une décision assez convaincante. Et puis l'UFC, le mettre en co-main event, ça montre vraiment qu'ils veulent miser sur lui.
Et donc je pense que ça va se terminer par... Je sais pas, mais je vois gagner. Voilà, je vois gagner. Pour être tout à fait honnête, l'adversaire, je ne le connais pas, de Sean O'Malley. Mais Sean O'Malley est convaincant. Alors, pour moi, j'ai vu son dernier combat, il est convaincant, mais je pense pas qu'il ira bien loin dans la catégorie. Il a du cœur, il est solide, il a des bonnes bases, mais il n'a rien pour moi. Il n'a pas cette petite étincelle, cette poudre de perlimpinpin qui lui permettra d'aller au plus haut niveau. Donc, je mets Sean O'Malley aussi, tout simplement, parce que je connais pas le mec en face, mais qu'à mon avis, ils veulent build up un peu O'Malley, tu vois. Mais, décision aussi. Allez, bim. Co-main event, alors, Frankie Edgar contre Brian Ortega. Alors, je suis désolé, malgré toute l'affection que j'ai pour Brian Ortega, son compte Instagram et ses lip dubs sur du Michael Jackson, je pense qu'il va perdre donc par décision unanime contre Frankie Edgar. Je pense qu'il pourra vraiment pas gommer ce côté démarrer crescendo. Et contre Frankie Edgar, sachant que c'est le plus grand combat de sa carrière, tu vois, tu peux pas enlever le côté de tu affrontes un gars qui s'appelle Frankie Edgar, donc qui est prêt sur toute la durée du combat, et toi qui as l'habitude vraiment de gérer ton combat, dans le sens je sais qu'à tel round je fais ça, il y a une montée en puissance, tu vas pas rusher, prendre de risques. Et je pense que ça va être un peu de trop pour lui, et c'est pour ça que je ne le vois pas non plus finir Frankie Edgar. Voilà. Avec toute l'affection que j'ai aussi pour Brian Ortega, et Dieu sait que ce mec-là, plus j'entends parler, plus j'entends des histoires sur ce mec-là, plus je le vois combattre, plus je l'aime, plus je le kiffe ce mec. Je pense que la pression que mettra Frankie Edgar, mais la différence avec les adversaires précédents, c'est que c'est une pression sans faire d'erreur, sans jamais faire d'erreur. Je vois mal comment Ortega, sur 3 rounds, réussira à surprendre Frankie Edgar. S'il y arrive, je pense que ce sera par soumission, mais je vois mal ça arriver. Ouais. Frankie Edgar est beaucoup trop propre pour faire une erreur, et surtout sur du 3 rounds où tu peux pas vraiment jouer l'attrition ni rien. Frankie Edgar, décision round 3. Bim. Et Chris Cyborg, Kunitskaya, je vois deuxième round, Chris Cyborg, KO. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, hein, je pense que ça va faire une sorte de petit punching ball, sachant qu'en plus Chris Cyborg va pas trop non plus rusher, et elle sera pas non plus mise en danger. C'est vrai que c'est vraiment au point où... et elle le dit lui-même, c'est ça qu'elle met... non, non, j'ai rien dit. Mais elle le dit elle-même, en fait, elle en est presque plus à essayer de prendre du plaisir pendant les combats et à faire durer un peu que vraiment les terminer en 30 secondes. Vraiment, enfin là, la métaphore de la souris qui joue avec le lézard n'a jamais eu autant de sens, tu vois, enfin c'est vraiment horrible. Mais ouais, voilà, tout pareil, hein, je pense que on peut pas avoir autre chose qu'un KO pour Cyborg, et deuxième round, je pense aussi. Allez, bim, voilà, on va maintenant passer aux questions. Les questions de la semaine. Première question qui nous a été posée la semaine dernière sur Facebook, c'était quand on répondait à la question sur Fedor, pourquoi est-il le GOAT ? Et ce qui était revenu, c'était Fedor, tout le monde parle de lui comme le GOAT, mais pourtant, il n'a jamais combattu à l'UFC. Est-ce que le Pride, c'était si bien que ça ? Sacre bleu. Sacre bleu, mort bleu, que oui. Le problème, c'est que en fait, la stratégie qu'avait mis en place pour attirer le chaland, le Pride, c'est une stratégie qui est un peu à double tranchant, parce que d'un côté, en fait, ils font des combats qui n'ont aucun sens entre vraiment un gorille et un chat noir, et vraiment du tout venant, des mecs de 300 kilos, etc. Donc il y avait ce côté freak show qui fait qu'on avait l'impression d'être un peu au cirque itinérant, mais à côté de ça, et dans les mêmes événements, sur la même carte, il y avait aussi les meilleurs combattants du monde, et je dis bien du monde parce qu'à cette époque, à l'époque du Pride, les meilleurs combattants au monde étaient bel et bien au Pride et pas à l'UFC qui existait des camps. Chez les poids lourds, surtout chez les poids lourds. Surtout chez les poids lourds, mais même, je dirais, de manière générale. C'est vrai, particulièrement chez les poids lourds, mais même de manière générale. Et c'est vrai que, pour ce qui est du coup de l'exemple des poids lourds, et pour en revenir à l'exemple de Fedor, puisque c'est l'exemple que semblait reprendre du coup, la personne qui a posé la question, c'est que
à l'époque du Pride, il y avait Sergei Kharitonov, il y avait Fedor, il y avait Antonio Rodrigo Nogueira, il y avait Mirko Cro Cop, il y avait Josh Barnett, il y avait les meilleurs combattants vraiment sans aucun doute au monde étaient à cette époque-là au Pride. C'est juste qu'ils ont pâti du fait que genre 3 combats avant le plus grand combat considéré comme par certains de tous les temps comme Fedor contre Cro Cop, eh ben, il pouvait très bien y avoir un sumotori de 300 kilos contre un boxeur taille de 120, tu vois. Et surtout, ils ont pâti je pense, à mon avis, de l'après aussi Pride, où tous les combattants se sont retrouvés à l'UFC, et quand ils sont arrivés à l'UFC, ils étaient quand même beaucoup moins en forme qu'au Pride. Je pense notamment Cro Cop, Randleman, tout ça. Quand on arrive avec un palmarès énorme, un héritage énorme sur le sport, qu'on s'attend à ce que véritablement le Pride vienne marcher sur l'UFC, et qu'ils perdent contre des Gonzaga, contre des Brendan Schaub, des combattants qui n'ont pas pour ambition, mais qui ne doivent pas être champions, c'est vrai que ça ternit un peu l'image de toutes ces guerres qu'il y a eu précédemment. C'est clair, et là où c'est vraiment cruel, c'est que pourtant, paradoxalement, on a pas mal de combattants qui sont passés par le Pride, et qui ont commencé au Pride à être connus, et qui sont devenus champions à l'UFC. Là, j'ai que comme exemple Shogun Rua, mais je sais qu'il y en a d'autres. Minotauro Nogueira est devenu, je crois, champion intérimaire, si ce n'est champion normal. On a quand même plein de gens qui sont devenus champions à l'UFC, qui l'étaient déjà au Pride. Mais en fait, c'est vrai que, par exemple, pour utiliser l'exemple de Mirko Cro Cop, lorsqu'il est passé à l'UFC, parce que c'était à l'époque une des plus grandes stars, considérée comme le roi, le tsar de la catégorie après Fedor Emelianenko, quand il est arrivé à l'UFC, de son propre aveu, en fait, il s'est dit, j'étais au Pride, il y avait les meilleurs, peut-être de tous les temps, avec lesquels je combattais régulièrement, et là, je vais me retrouver avec des mecs vraiment du tout venant, et des mecs que je considère même pas, et dont j'avais même pas entendu parler avant. Et du coup, il s'est pas entraîné comme il aurait dû, il le dit lui-même, et il a perdu de son sérieux, et ça fait un KO contre Gonzaga, ça fait des KO contre Brendan Schaub, etc. Simplement parce que du coup, passer du Pride à l'UFC, il faut aussi se mettre dans la tête des combattants, c'était pas du tout la même dimension à l'époque. Le Pride, c'était monstrueux, et c'était vraiment le panthéon du MMA. Et l'UFC, à cette époque-là, n'avait pas du tout la même renommée que le Pride. Surtout quand ils ont fait le gros de leur carrière, parce que c'est ça aussi, c'est la plupart, je pense notamment, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour Dan Henderson et par exemple Wanderlei Silva, pour les légendes du Pride, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils étaient dans leur prime, donc dans leurs meilleures années, quand ils étaient au Pride. Et forcément, quand ils sont arrivés à l'UFC, que c'est assigné, ça restait des stars énormes, mais leurs meilleures années étaient derrière eux. Donc forcément... Tant pour moi. Et donc forcément, quand ils sont arrivés à l'UFC, il n'y avait pas ce même impact. Et c'est vrai que ça peut déstabiliser les fans. Ça peut déstabiliser les fans. J'ajouterais aussi qu'il y a peut-être une raison, il y a tout un tas de raisons, mais il y a aussi le fait que les règles étaient différentes au Pride et à l'UFC. Et pas seulement au niveau de ce qui était permis ou pas permis, on pense au coup de savate à la tête quand l'adversaire est au sol, au coup de genou quand l'adversaire est au sol. Il n'y avait pas le droit au coude au Pride. Même au-delà de ça, il y avait aussi une approche du jugement d'un combat qui était totalement différente. Par exemple, au Pride, l'accent était vraiment mis sur la combativité. Il y avait des cartons jaunes pour non-combativité quand une personne était beaucoup trop... quand elle ne prenait pas assez de risques dans sa manière de combattre, quand elle était vraiment en train de gagner au point POINTS et que c'était vraiment trop obvious, elle prenait un carton. Et en fait, l'accent était surtout mis au Pride sur la performance que livrait le combattant. On voulait, en fait, un combattant, on le jugeait par rapport à sa manière de combattre plutôt que sur ses résultats. Et ça, c'est une approche qui est totalement différente au Japon qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et du coup, il y a peut-être eu aussi un rééquilibrage que n'ont pas su avoir les combattants, possiblement. Enfin, il y a tout un réseau, en tout cas, de trucs qui sont possibles, mais ça en fait partie. Et aussi... On ne peut pas l'omettre, il y avait aussi ce côté petit bonbon que les combattants avaient le droit d'avoir au Pride, où effectivement il était stipulé dans les contrats qu'ils ne seraient dans tous les cas pas contrôleurs, que l'UFC, même quand il n'y avait pas l'USADA, il y avait quand même quelques contrôles antidopage. Ouais,
c'était pas ouf non plus, hein. Oui, C'est-à-dire que si tu avais un bon docteur, ça passe. Mais au moins, il n'y avait pas cette espèce de buffet campagnard gratuit qui fait que tu as le droit de prendre tout ce que tu veux, de la méthamphétamine, du crocodile, de la coke, en plus de la stéroïde si tu veux. Et du coup, c'est vrai que il est possible que certains combattants qui auraient été dopés éventuellement n'aient plus pu l'être une fois passé de l'autre côté de l'Atlantique. Pacifique, oui, Pacifique. Japon, aux États-Unis, ouais, dans Pacifique. le sens, du coup. Pacifique, mais du coup, voilà. Ouais. Les soupçons sont là, on ne saura jamais. Moi, je ne veux pas savoir, mais il y a possibilité. Quoi. Bien. Et autant pour moi, en fait, Kevin Randleman, après l'UFC, il est allé au Strikeforce. Je préfère préciser. Randleman qui est même d'ailleurs devenu champion à l'UFC. Hein. Oui, devenu champion à l'UFC avant d'aller au Pride. Feu Kevin Randleman qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Ouais. On va passer à la suite des questions. Question de Hugo DF sur Snapchat. Que pensez-vous de Tom Duquesnoy? Est-ce qu'il pourrait percer à l'UFC? Alors, Tom Duquesnoy, quand même, je pense qu'on peut dire qu'il a déjà percé quand même à l'UFC, puisque c'était un des... Enfin, il n'a pas percé à l'UFC, mais il est attendu. L'UFC a voulu le faire signer depuis de nombreuses années. Il est enfin arrivé l'année dernière. Donc l'année dernière, il y a eu un bon début, et puis ensuite une victoire, une défaite assez décevante. Donc face à un striker, d'abord il a commencé avec une victoire par KO, et ensuite il s'est incliné face au lutteur Cody Stamann par décision partagée, et là il revient justement à l'UFC London contre un pur striker, ce qui devrait normalement lui permettre de repartir de l'avant. Ouais, d'autant plus que bon, là quand même le gros avantage de Tom Duquesnoy, c'est qu'il est extrêmement versatile et il est bon dans tous les domaines de façon équilibrée. Donc, si le mec en face est un pur striker, je pense qu'on peut faire confiance à Tom Duquesnoy, bon, déjà pour arriver avec un game plan au cordeau, et pour réussir à suffisamment déstabiliser son adversaire et le maintenir dans l'incertitude, pour réussir à vraiment, tu vois, comme un vrai professionnel, à gagner en étant un vrai combattant de MMA, plus que de vouloir jouer le striking game contre un mec comme ça. Donc, bon, je pense que pour son prochain combat, je pense que ça devrait le faire pour Tom Duquesnoy. Après, c'est vrai que... c'est plus ses ambitions. Les ambitions de Tom Duquesnoy, c'est clair, il veut être champion. C'est pas, il veut juste être à l'UFC, il veut être champion. Et là, c'est plus là que la question se pose, sachant qu'il est en bantamweight et qu'il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde en bantamweight, et sans être alarmant, ce petit coup d'arrêt quand même contre Cody Stamann, et c'est un vrai coup d'arrêt, dans le sens, c'est pas un coup de chance de la part de Stamann. Il y a vraiment eu... il y a vraiment des questions qui ont été posées par cette défaite. Donc, bon, il n'aura pas quand du coup Hugo DS... TF. Hugo TF. Quand Hugo TF... Hugo DF, autant pour moi. DF, the fuck. Donc, quand Hugo DF nous demande pourquoi il n'a pas percé, c'est vrai qu'en fait, c'est probablement comparativement à des mecs comme McGregor qui sont arrivés à l'UFC, et en 4 combats, les mecs combattent pour un championnat, tu vois. Ouais. Et ben, c'est vrai que c'est le problème, c'est que du coup, il est arrivé, il n'a pas eu les résultats escomptés, on va pas se le cacher, parce que du coup, les premières victoires n'étaient pas suffisamment convaincantes. Il y a eu déjà un coup d'arrêt, et il peut très bien repartir, il n'y a aucun problème. Mais il va quand même, ça va nécessiter... Après, il a changé de camp, peut-être que ça joue aussi, parce que c'est vrai que quand on l'a interviewé il y a 1 mois maintenant, il avait dit qu'il se sentait pas très bien lors de son 2e combat, parce qu'il était à Jackson Wing, ça se passait mal. Il a changé, maintenant il est à Las Vegas, et donc peut-être qu'il sera dans un nouvel état d'esprit, puisque désormais en fait il a quelque chose un peu similaire à Georges Saint-Pierre, dans le sens où tout est centralisé autour de lui. C'est lui qui a ses différents coachs, tout ça à l'UFC Performance Institute. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, la défaite contre Cody Stamann, elle était logique. Et moi, ce qui m'a un peu inquiété, c'est que Cody Stamann, c'était vraiment le lutteur classique. Il y avait pas vraiment de... Enfin, Cody Stamann, je ne le vois pas être champion. Je le vois pas être un top contender dans les années à venir. C'était vraiment le combattant typique par rapport à un morphotype et un style. Exactement. C'était vraiment un test qu'avait donné l'UFC... Oui. À Tom Duquesnoy, juste un test, voir si on te fout un énorme lutteur hyper solide, etc., qui n'ira jamais loin, mais qui est un vrai test physique et au niveau de tes compétences en lutte, etc., comment est-ce que tu réagis à ce test? Voilà, du coup, on a vu que ça lui avait posé de sérieux problèmes. Donc,
à voir comment il réagit après ça. Pour moi, c'est vraiment une super nouvelle que maintenant il a décidé de prendre un camp d'entraînement qui soit centré autour de lui. Ouais. On connaît tellement de combattants pour lesquels ça marche parfaitement que c'est vraiment une super nouvelle d'avoir fait cet énorme changement. Mais voilà, donc à la question de Hugo, pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé, c'est vrai que peut-être que les conditions... Non, est-ce qu'on pense qu'il peut percer? C'était plutôt ça. Oui, est-ce qu'il pourrait percer? Est-ce qu'il a pas percé? Pourquoi est-ce une merde en fait? La réponse est oui, il peut largement percer et ça va dépendre de comment il gère ses... Il est encore très jeune, donc ça va juste dépendre de comment il gère ses prochains camps d'entraînement, sa carrière. Mais il peut très largement percer, ça c'est aucun souci. Oui, et puis, champion, pourquoi pas. Et puis premier élément de réponse, dans 2 semaines, et bien sûr on vous fera une petite preview sur le sujet. Question de PTL 77210, toujours sur Snapchat. Je pense qu'on va se marrer. Quel avenir pour Floyd en MMA, Floyd Mayweather, et qui gagnerait entre lui et CM Punk si le combat a lieu? Alors, ce qu'il faut savoir, petit point après, je te laisse faire ton petit pronostic éventuel, petite preview de ce combat, de ce choc des titans, c'est que y a eu la rumeur CM Punk, mais CM Punk en fait était poids lourd à la WWE et maintenant qu'il n'a plus le droit à tous ses produits avec l'USADA, il est welterweight. Welterweight c'est moins de 77 kg, sachant qu'il doit cutter un petit peu, alors que Floyd Mayweather est quand même beaucoup plus léger. Donc sportivement, il y a peu de chances pour que ça se fasse. Et par contre, moi, honnêtement, si les deux faisaient le même poids, je pense que Floyd l'emporterait. Voilà. En fait, ce qui est vraiment terrible, c'est que il y a possibilité que Floyd l'emporte, mais il y a aussi, très sérieusement, possibilité que CM Punk l'emporte. Oui. En fait, c'est génial parce que ça permet d'évaluer la... Bon, je vais lâcher le terme, la nullité de Floyd Mayweather en MMA. C'est-à-dire qu'il serait capable de perdre contre CM Punk. Mais la tristesse, c'est quand même, je trouve, c'est surtout sur CM Punk. Le mec, ça fait 4 piges qu'il s'entraîne tous les jours en MMA et on ne le respecte toujours pas. Bah ouais, mais bon, après, quelque part, c'est vraiment le jeu, tu vois. Ouais. Il a pris le risque de faire son tout premier combat à l'UFC. Il a pris ce risque. Alors là, tous les pouvoirs à ce mec-là, comment dire, il a vraiment eu du couronnes sur ce plan-là, mais il s'est fait torcher le fion en quelques minutes par un petit nouveau qui, au passage, est totalement légitime et à un bon niveau. Mais il savait à quoi il s'exposait et c'est pas du tout qu'il le mérite, mais comment en vouloir à la communauté MMA de tourner en ridicule cet ancien catcheur, sachant que c'est lui qui a donné le bâton pour se faire battre, tu vois. Enfin, il est arrivé sans aucune expérience en disant je vais aller à l'UFC, on lui a donné sa chance, il s'est fait torcher. Voilà, c'est normal que des blagues écolibées soient générées après ça, quoi. Mais pour en revenir à la question, du coup... Quel avenir pour Floyd en MMA? Quel avenir pour Floyd en MMA? Bon, bah, on va pas se le cacher, à part un méga fight, aucun. Aucun, tout simplement parce que même si c'est un génie et presque le meilleur de tous les temps dans son sport, là pour le coup, commencer, parce que là ce serait vraiment commencer, même si je suis sûr que il a déjà eu quelques cours de kickboxing, quelques cours de MMA juste par curiosité, parce que c'est quand même un boxeur et il passe son temps dans les sports de combat, donc c'est sûr qu'il a déjà eu quelques notions, mais je serais très étonné qu'il ait pris quoi que ce soit sérieusement, quelque sport que ce soit, du MMA, que ce soit la lutte ou le jiu-jitsu. Il a 40 piges, non, il n'a aucune chance de faire une carrière en MMA, quoi que ce soit, c'est clair. Il peut juste faire un super fight, mais ce sera tout. Ce sera vraiment tout. Voilà, vous avez entendu le boss, ce sera uniquement des money fights pour notre cher Floyd Mayweather, puisque de toute façon, même les risques sont trop grands, comme tu l'as dit. Après, peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être qu'il va faire son premier combat contre Tom Duquesnoy, hein, who knows. Enfin bref, à suivre, en tout cas, les rumeurs persistent toujours. Question de Maxime. Alors, Conor reviendra-t-il en poids plume à son prochain combat ou va-t-il rester en poids léger? Enfin, moi, j'ai mon avis, vu qu'il avait proposé d'affronter Edgar à l'UFC 222.
il avait proposé d'affronter Frankie Edgar à l'UFC 222, mais là c'est du Conor McGregor dans toute sa splendeur, pour une nouvelle ceinture en fait, d'une catégorie qui n'existe toujours pas, la ceinture qui aurait été en 165 pounds, donc soit 10 pounds de plus que la ceinture qu'il possède aujourd'hui en lightweight. Voilà, Conor McGregor qui porte ses couilles, mais pas du tout en fait, en proposant d'ouvrir une nouvelle catégorie. Ouais, c'est vraiment typiquement la proposition en guimauve. Ouais. C'est-à-dire, alors non seulement je suis chaud, mais en plus je suis chaud, mettez-moi le titre tout de suite. Par contre, je vais vous donner une condition qui est irréalisable. Démerdez-vous. Donc, arrêtons parce que ça devient ubuesque, c'est du n'importe quoi. Là, à mon avis, tu vois, il a juste fait ça pour voir à quel point est-ce que dans un concours de piste avec l'UFC, il pouvait rivaliser, tu vois. Juste voir, est-ce que les gars, vous considérez créer un titre rien que pour moi, juste pour que je vienne vous donner des milliers. Et je pense que l'UFC était pas loin d'accepter, et la seule chose qui a fait que l'UFC soit dit non, c'est un peu trop compliqué, c'est que le gars s'appelait Frankie Edgar. Ouais, en plus, il y avait trop de risques, tu vois. C'est ça. Bon, ouais, enfin, voilà, il y a un titre welterweight en 77, un titre en 71. Attends, non, c'était pour 165. Donc, il y a un titre en 71 kg et un titre en 67. Ça aurait créé un titre en 69 kg. Le truc, c'est que Frankie Edgar a déjà été champion lui-même en lightweight. Donc, si tu mets un Frankie Edgar qui ne coupe plus trop de poids, eh ben, t'as quand même un client qui est ultra dangereux à appréhender. Et surtout pour Conor McGregor, stylistiquement, ce serait pas évident du tout. C'est clair que je te rejoins à 100%. Là, il prenait vraiment un gros risque de se retrouver avec un titre dont il ne voulait pas, avec Frankie Edgar en tant que champion. Et qu'est-ce qu'on fout après d'une catégorie qui n'existe pas. Voilà. Et sachant que c'est le combat en plus, c'est vrai contre Frankie Edgar, on en parle depuis très longtemps, parce que Frankie Edgar, c'est vraiment le combattant où on s'est tous dit, ça aurait pu être un duel de dingue quand Conor était chez les featherweight, mais il a réussi à éviter Frankie Edgar, sûrement grâce aussi un petit peu à l'UFC qui s'est dit, ça peut peut-être être dangereux contre un mec comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas, il n'y a pas franchement d'intérêt pour Conor McGregor d'affronter Frankie Edgar, qui est pas spécialement une star, mais ça aurait été en tout cas intéressant. Et au sujet donc Conor, poids plume ou poids léger, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraisemblablement, il devrait rester en lightweight, parce que featherweight, c'est beaucoup trop de cutting pour lui, surtout maintenant qu'il n'y a plus les heavy. Et remonter en moins de 77, il a tout simplement pas le physique pour. Il n'a pas le physique pour, et puis en plus, malheureusement, je pense que il avait avant tous ces combats de money fight contre Nate Diaz et Mayweather une vraie optique de challenge martial, de façon martiale. Ouais. Mais là, je pense qu'il est beaucoup plus dans une optique de gagner du bif et des camions de bif plutôt qu'autre chose. Et du coup, en featherweight, il n'aurait aucun intérêt monétaire à descendre là-dedans, d'autant plus qu'il pourrait aussi prendre un risque. Si c'est contre Edgar, il prend un risque. Si c'est contre Max Holloway, il prend un risque aussi. Oui. Franchement, ne nous cachons pas, Max Holloway, tout le monde le regarde un peu de haut pour l'instant, alors qu'il a quand même défoncé José Aldo 2 fois. Oui. Surtout que s'il y a la possibilité d'une revanche, je pense que Max Holloway serait plus enclin à monter que l'inverse. Ah oui, et il l'a dit, de toute façon, Max Holloway, oui, c'est vrai. C'est un mec des îles Pacifiques, clairement, il peut monter en welterweight s'il veut, ce mec-là. Du coup, featherweight, je pense qu'on peut rayer pour l'instant pour Conor McGregor. Et lightweight, il y aurait Nurmagomedov, qui peut générer un peu de buzz, si ce n'est d'argent, parce que je ne crois pas que Nurmagomedov soit une grosse draw, en termes de pay-per-view. On verra bien l'UFC 223, hein. On verra bien. On verra dans le fameux, le fameux, si jamais il arrive, le fameux Ferguson contre Nurmagomedov. Mais en termes de money fight, je pense qu'à mon avis, on se dirigerait aussi, pourquoi pas, vers un Nate Diaz Conor McGregor 3 en lightweight. Attention, oui, sachant qu'apparemment ce serait bien parti pour les négociations de Conor McGregor pour 2 combats en 2018. Nate Diaz McGregor 3, honnêtement, je vois pas l'UFC réussir à faire ça en 2018, sauf si Conor McGregor arrive à battre le vainqueur de Khabib Tony en premier, et qu'ensuite, pour finir l'année, ils font Conor Nate 3. Mais pour le combat de retour de Conor, s'il a toujours sa ceinture, si c'est Nate Diaz, là la terre explose. Ouais, Nate Diaz champion, il faudrait vraiment ouvrir une faille spatio-temporelle. Non, et justifier ça, surtout justifier ça sportivement. Tu fais comment? Nate Diaz, oui.
Le pire, c'est que dans ce cirque ambiant, honnêtement, ce que tu viens de décrire, si jamais il bat le gagnant entre Ferguson et Nurmagomedov, honnêtement, ça a du sens. Pourtant, dans cet univers qui combattent Nate Diaz après, tu vois. Ah oui, ça pour moi c'est possible, je veux dire, pour son combat de retour. Si pour son combat de retour... Oh non. C'est ça, oui, là on est d'accord, c'est mort. Ouais, d'autant plus que, enfin vraiment c'est un détail, tu vois, mais sur Wikipédia, Nate Diaz aurait combattu 3 fois la même personne d'affilée, ça fait un peu charlatan. Oui, c'est vrai. Ça fait les petits frères qui se combattent tous les dimanches, tu vois, donc c'est pas possible. Donc ouais, non, enfin... C'est pas possible de faire Nate Diaz tout de suite, mais c'est très fortement envisageable pour un futur très proche. Et il y a aussi, on en profite parce que la question devrait arriver prochainement, c'est vrai que sur ces dernières vidéos, notre cher Georges Saint-Pierre apparaît quand même très fit. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il pourrait éventuellement descendre? Ah bah oui, c'est clair. De toute façon, vu tout le tintamarre qu'on nous a fait par rapport au fait que Georges Saint-Pierre, avait chopé toutes les maladies du Moyen-Âge, qu'il était à l'article de la mort quand il avait gagné 10 kilos, là, clairement, déjà, il combattra plus en middleweight. Non. Et bizarrement, les entraîneurs de Georges Saint-Pierre et Georges Saint-Pierre lui-même, non seulement ne nient pas une possibilité de combat avec McGregor, mais commencent à l'envisager. On sait très bien que c'est l'argent qui dirige les prochains combats à l'UFC. Donc, très honnêtement, là, Conor McGregor, il peut avoir une très grosse année contre des légendes, dont Georges Saint-Pierre, sans aucun souci, dans les 2 années qui viennent. Aucun problème. Voilà. Et ce serait le plus grand combat de l'histoire de l'UFC, car on le rappelle, Conor McGregor et Georges Saint-Pierre pèsent 28% de tous les pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Dernière question de Hotman, qui revient chaque semaine. Merci beaucoup à toi pour toutes ces questions. On a déjà répondu. Conor McGregor a voulu combattre Frankie Edgar pour l'UFC saison 22. C'est une bonne idée de sa part ou non? Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Bon bah sur ce, à la semaine prochaine. Ouais, sans problème. See ya. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.